Chapitre 104. Maximilien. Monsieur de Villefort se releva presque honteux d'avoir été surpris dans l'excès de cette douleur. Le terrible état qu'il exerçait depuis 25 ans était arrivé à en faire plus ou moins qu'un homme. Son regard, un instant égaré, se fixa sur Morel. Qui êtes-vous, monsieur? Dit-il. Vous qui oubliez qu'on n'entre pas ainsi dans une maison qu'habite la mort. Sortez, monsieur. Sortez. Mais Morel demeurait immobile. Il ne pouvait détacher ses yeux du spectacle effrayant de ce lit en désordre et de la pâle figure qui était couchée dessus. Sortez, entendez-vous? Cria Villefort, tandis que d'Avrigny s'avançait de son côté pour faire sortir Morel. Celui-ci regarda d'un air égaré ce cadavre, ces deux hommes, toute la chambre, sembla hésiter un instant, ouvrit la bouche, puis enfin, ne trouvant pas un mot à répondre, malgré l'innombrable essaim d'idées fatales qui envahissaient son cerveau, il rebroussa chemin en enfonçant ses mains dans ses cheveux, de telle sorte que Villefort et d'Avrigny, un instant distraits de leurs préoccupations, échangèrent après l'avoir suivi des yeux un regard qui voulait dire « Il est fou ». Mais avant que 5 minutes se fussent écoulées, on entendit gémir l'escalier sous un poids considérable, et l'on vit Morel qui, avec une force surhumaine, soulevant le fauteuil de Noirtier entre ses bras, apporter le vieillard au premier étage de la maison. Arrivé au haut de l'escalier, Morel posa le fauteuil à terre et le roula rapidement jusque dans la chambre de Valentine. Toute cette manœuvre s'exerça avec une force décuplée par l'exaltation frénétique du jeune homme. Mais une chose était effrayante surtout, c'était la figure de Noirtier s'avançant vers le lit de Valentine, poussée par Morel. La figure de Noirtier en qui l'intelligence déployait toutes ses ressources, dont les yeux réunissaient toute leur puissance pour suppléer aux autres facultés. Aussi ce visage pâle, au regard enflammé, fut-il pour Villefort une effrayante apparition. Chaque fois qu'il s'était trouvé en contact avec son père, il s'était toujours passé quelque chose de terrible. «Voyez ce qu'ils lui ont fait!» cria Morel, une main encore appuyée au dossier du fauteuil qu'il venait de pousser jusqu'au lit, et l'autre étendue vers Valentine. «Voyez, mon père, voyez!» Villefort recula d'un pas, et regarda avec étonnement ce jeune homme qui lui était presque inconnu, et qui appelait Noirtier son père. En ce moment, toute l'âme du vieillard sembla passer dans ses yeux, qui d'abord s'injectèrent de sang, puis les veines de son cou se gonflèrent. Une teinte bleuâtre, comme celle qui envahit la peau de l'épileptique, couvrit son cou, ses joues et ses tempes. Il ne manquait à cette explosion intérieure de tout l'être qu'un cri. Ce cri sortit, pour ainsi dire, de toutes les pores, effrayant dans son mutisme, déchirant dans son silence. D'avrigny se précipita vers le vieillard et lui fit respirer un violent révulsif. « Monsieur !» s'écria alors Morel en saisissant la main inerte du paralytique. « On demande ce que je suis, et quel droit j'ai d'être ici. Oh, vous qui le savez, dites-le, vous, dites-le !» Et la voix du jeune homme s'éteignit dans les sanglots. Quant au vieillard, sa respiration haletante secouait sa poitrine. On eût dit qu'il était en proie à ces agitations qui précèdent l'agonie. Enfin, des larmes vinrent jaillir des yeux de Noirtier, plus heureux que le jeune homme qui sanglotait sans pleurer. Sa tête ne pouvant se pencher, ses yeux se fermèrent. « Dites, » continua Morel d'une voix étranglée, « dites que j'étais son fiancé. Dites qu'elle était ma noble amie, mon seul amour sur la terre. Dites, dites que ce cadavre m'appartient. » Et le jeune homme, donnant le terrible spectacle d'une grande force qui se brise, tomba lourdement à genoux devant ce lit que ses doigts crispés étreignirent avec violence.
Cette douleur était si poignante que d'Avrigny se détourna pour cacher son émotion et que Villefort, sans demander d'autre explication, attiré par ce magnétisme qui nous pousse vers ceux qui ont aimé ce que nous pleurons, tendit sa main au jeune homme. Mais Morel ne voyait rien. Il avait saisi la main glacée de Valentine et ne pouvant parvenir à pleurer, il mordait les draps en rugissant. Pendant quelque temps, on entendit dans cette chambre que le conflit des sanglots, des imprécations et de la prière. Et cependant, un bruit dominait tout cela. C'était l'aspiration rauque et déchirante qui semblait, à chaque reprise d'air, rompre un de ces ressorts de la vie dans la poitrine de Noirtier. Enfin, Villefort, le plus maître de tous, après avoir, pour ainsi dire, cédé pendant quelque temps sa place à Maximilien, Villefort prit la parole. «Monsieur», dit-il à Maximilien, «vous aimiez Valentine, dites-vous? Vous étiez son fiancé. J'ignorais cet amour, j'ignorais cet engagement, et cependant moi, son père, je vous le pardonne. Car je le vois, votre douleur est grande, réelle et vraie. D'ailleurs, chez moi aussi la douleur est trop grande pour qu'il reste en mon cœur place pour la colère. Mais vous le voyez, l'ange que vous espériez a quitté la terre. Elle n'a plus que faire des adorations des hommes, elle qui, à cette heure, adore le Seigneur. Faites donc vos adieux, monsieur, à la triste dépouille qu'elle a oubliée parmi nous. Prenez une dernière fois sa main que vous attendiez et séparez-vous d'elle à jamais. Valentine n'a plus besoin maintenant que du prêtre qui doit la bénir. Vous vous trompez, monsieur, s'écria Morel en se relevant sur un genou, le cœur traversé par une douleur plus aiguë qu'aucune de celles qu'il eût encore ressenties. Vous vous trompez. Valentine, morte comme elle est morte, a non seulement besoin d'un prêtre, mais encore d'un vengeur. Monsieur de Villefort, envoyez chercher le prêtre. Moi, je serai le vengeur. Que voulez-vous dire, monsieur? Murmura Villefort, tremblant à cette nouvelle inspiration du délire de Morel. Je veux dire, continua Morel, qu'il y a deux hommes en vous, monsieur. Le père a assez de pleurer, que le procureur du roi commence son office. Les yeux de Noirtier étincelèrent. D'Avrigny se rapprocha. Monsieur, continua le jeune homme en recueillant des yeux tous les sentiments qui se révélaient sur les visages des assistants. Je sais ce que je dis, et vous savez tous aussi bien que moi ce que je vais dire. Valentine est morte, assassinée. Villefort baissa la tête. D'avrigny avança d'un pas encore. Noirtier fit oui des yeux. Or, monsieur, continua Morel, au temps où nous vivons, une créature, ne fut-elle pas jeune, ne fut-elle pas belle, ne fut-elle pas adorable comme était Valentine, une créature ne disparaît pas violemment du monde sans que l'on demande compte de sa disparition. Allons, monsieur le procureur du roi, ajouta Morel avec une véhémence croissante. Pas de pitié. Je vous dénonce le crime. Cherchez l'assassin. Et son œil implacable interrogeait Villefort, qui de son côté sollicitait du regard tantôt Noirtier, tantôt d'Avrigny. Mais au lieu de trouver secours dans son père et dans le docteur, Villefort ne rencontra en eux qu'un regard aussi inflexible que celui de Morel. Oui, fit le vieillard. Certes, dit d'Avrigny. Monsieur, reprit Villefort, en essayant de lutter contre cette triple volonté et contre sa propre émotion. Monsieur, vous vous trompez. Il ne se commet pas de crime chez moi. La fatalité me frappe. Dieu m'éprouve. C'est horrible à penser, mais on n'assassine personne. Les yeux de Noirtier flamboyèrent. D'avrigny ouvrit la bouche pour parler. Morel étendit le bras en commandant le silence. Et moi je vous dis qu'on tue ici, s'écria Morel dont la voix baissa sans rien perdre de sa vibration terrible. Je vous dis
que voilà la 4e victime frappée depuis 4 mois. Je vous dis qu'on avait déjà une fois, il y a 4 jours de cela, essayé d'empoisonner Valentine et que l'on avait échoué grâce aux précautions qu'avait prises monsieur Noirtier. Je vous dis que l'on a doublé la dose ou changé la nature du poison et que cette fois, on a réussi. Je vous dis que vous savez tout cela aussi bien que moi, enfin, puisque monsieur que voilà vous en a prévenu, et comme médecin et comme ami. Oh, vous êtes en délire, monsieur, dit Villefort, essayant vainement de se débattre dans le cercle où il se sentait pris. Je suis en délire s'écria Morel. Eh bien, j'en appelle à monsieur d'Avrigny lui-même. Demandez-lui, monsieur, s'il se souvient encore des paroles qu'il a prononcées dans votre jardin, dans le jardin de cet hôtel, le soir même de la mort de madame de Saint-Méran, alors que tous deux, vous et lui, vous croyant seuls, vous vous entreteniez de cette mort tragique, dans laquelle cette fatalité dont vous parlez, et Dieu, que vous accusez injustement, ne peuvent être comptés que pour une chose, c'est-à-dire pour avoir créé l'assassin de Valentine. Villefort et d'Avrigny se regardèrent. Oui, oui, rappelez-vous, dit Morel, car ces paroles, que vous croyez livrées au silence et à la solitude, sont tombées dans mon oreille. Certes, de ce soir-là, en voyant la coupable complaisance de monsieur de Villefort pour les siens, j'eusse dû tout découvrir à l'autorité. Je ne serais pas complice comme je le suis en ce moment de ta mort, Valentine, ma Valentine bien-aimée, mais le complice deviendra le vengeur. Ce 4e meurtre est flagrant et visible aux yeux de tous. Et si ton père t'abandonne, Valentine, c'est moi, je te le jure, qui poursuivrai l'assassin. Et cette dernière fois, comme si la nature avait enfin pitié de cette vigoureuse organisation prête à se briser par sa propre force, les dernières paroles de Morel s'éteignirent dans sa gorge. Sa poitrine éclata en sanglots. Ses larmes, si longtemps rebelles, jaillirent de ses yeux. Il s'affaissa sur lui-même et retomba à genoux pleurant près du lit de Valentine. Alors, ce fut le tour de d'Avrigny. Et moi aussi, dit-il d'une voix forte. Moi aussi, je me joins à monsieur Morel pour demander justice du crime, car mon cœur se soulève à l'idée que ma lâche complaisance a encouragé l'assassin. Oh mon Dieu, murmura Villefort anéanti. Morel releva la tête en lisant dans les yeux du vieillard qui lançait une flamme surnaturelle. Tenez, dit-il, tenez, monsieur Noirtier veut parler. Oui, fit Noirtier avec une expression d'autant plus terrible que toutes les facultés de ce pauvre vieillard impuissant étaient concentrées dans ce regard. Vous connaissez l'assassin dit Morel. Oui, répliqua Noirtier. Et vous allez nous guider s'écria le jeune homme. Écoutons, monsieur d'Avrigny, écoutons. Noirtier adressa au malheureux Morel un sourire mélancolique, un de ces doux sourires des yeux qui, tant de fois, avaient rendu Valentine heureuse, et fixa son attention. Puis, ayant rivé pour ainsi dire les yeux de son interlocuteur aux siens, il les détourna vers la porte. Vous voulez que je sorte, monsieur s'écria douloureusement Morel. Oui, fit Noirtier. Hélas, hélas, monsieur, mais ayez donc pitié de moi. Les yeux du vieillard demeurèrent impitoyablement fixés vers la porte. Pourrais-je revenir au moins demanda Morel. Oui. Dois-je sortir seul Non. Qui dois-je emmener avec moi Monsieur le procureur du roi Non. Le docteur Oui. Vous voulez rester seul avec monsieur de Villefort Oui. Mais pourra-t-il vous comprendre, lui Oui. Oh dit Villefort presque joyeux de ce que l'enquête allait se faire en tête-à-tête. Oh soyez tranquille, je comprends très bien mon père. Et tout en disant cela, avec cette expression de joie que nous avons signalée, les dents du procureur du roi s'entrechoquaient avec violence. D'avrigny prit le bras de Morel et entraîna le jeune homme dans la chambre voisine. Il se fit alors dans toute cette maison un silence plus profond que celui de la mort. Enfin, au bout d'un quart d'heure, un pas chancelant se fit entendre, et Villefort parut sur le seuil du salon où se tenaient d'Avrigny et Morel, l'un absorbé, l'autre suffocant.
Venez, dit-il, et il les ramena près du fauteuil de Noirtier. Morel, alors, regarda attentivement Villefort. La figure du procureur du roi était livide. De larges taches couleur de rouille sillonnaient son front. Entre ses doigts, une plume tordue de mille façons criait en se déchiquetant en lambeaux. Messieurs, dit-il d'une voix étranglée à D'avrigny et à Morel. Messieurs, votre parole d'honneur que l'horrible secret demeurera enseveli entre nous. Les deux hommes firent un mouvement. Je vous en conjure, continua Villefort. Mais, dit Morel, le coupable, le meurtrier, l'assassin. Soyez tranquille, monsieur. Justice sera faite, dit Villefort. Mon père m'a révélé le nom du coupable. Mon père a soif de vengeance comme vous, et cependant, mon père vous conjure comme moi de garder le secret du crime. N'est-ce pas, mon père? Oui, fit résolument Noirtier. Morel laissa échapper un mouvement d'horreur et d'incrédulité. Oh, s'écria Villefort en arrêtant Maximilien par les bras. Oh, monsieur, si mon père, l'homme inflexible que vous connaissez, vous fait cette demande, c'est qu'il sait que Valentine sera terriblement vengée. N'est-ce pas, mon père? Le vieillard fit signe que oui. Villefort continua. Il me connaît, lui, et c'est à lui que j'ai engagé ma parole. Rassurez-vous donc, messieurs. 3 jours. Je vous demande 3 jours. C'est moins que ne vous demanderait la justice. Et dans 3 jours, la vengeance que j'aurai tirée du meurtre de mon enfant fera frissonner jusqu'au fond de leur cœur les plus indifférents des hommes. N'est-ce pas, mon père? Et en disant ces paroles, il grinçait des dents et secouait la main engourdie du vieillard. Tout ce qui est promis sera-t-il tenu, monsieur Noirtier? Demanda Morel tandis que D'avrigny interrogeait du regard. Oui, fit Noirtier avec un regard de sinistre joie. Jurez donc, messieurs, dit Villefort en joignant les mains de D'avrigny et de Morel. Jurez que vous aurez pitié de l'honneur de ma maison et que vous me laisserez le soin de le venger. D'avrigny se détourna et murmura un oui bien faible. Mais Morel arracha sa main de celle du magistrat, se précipita vers le lit, imprima ses lèvres sur les lèvres glacées de Valentine et s'enfuit avec le long gémissement d'une âme qui s'engloutit dans le désespoir. Nous avons dit que tous les domestiques avaient disparu. Monsieur de Villefort fut donc forcé de prier d'Avrigny de se charger des démarches, si nombreuses et si délicates, qu'entraîne la mort dans nos grandes villes et surtout la mort accompagnée de circonstances aussi suspectes. Quant à Noirtier, c'était quelque chose de terrible à voir que cette douleur sans mouvement, que ce désespoir sans geste, que ces larmes sans voix. Villefort entra dans son cabinet. D'avrigny alla chercher le médecin de la mairie qui remplit les fonctions d'inspecteur après décès et que l'on nomme assez énergiquement le médecin des morts. Noirtier ne voulut point quitter sa fille. Au bout d'une demi-heure, Monsieur d'Avrigny revint avec son confrère. On avait fermé les portes de la rue, et comme le concierge avait disparu avec les autres serviteurs, ce fut Villefort lui-même qui alla ouvrir. Mais il s'arrêta sur le palier. Il n'avait plus le courage d'entrer dans la chambre mortuaire. Les 2 docteurs pénétrèrent donc seuls jusqu'à la chambre de Valentine. Noirtier était près du lit, pâle comme la mort, immobile et muet comme elle. Le médecin des morts s'approcha avec l'indifférence de l'homme qui passe la moitié de sa vie avec les cadavres, souleva le drap qui recouvrait la jeune fille, et entr'ouvrit seulement les lèvres. Oh, dit D'avrigny en soupirant, pauvre jeune fille, elle est bien morte, allez. Oui, répondit laconiquement le médecin en laissant retomber le bras qui couvrait le visage de Valentine. D'avrigny se retourna, les yeux du vieillard étincelaient.
Le bon docteur comprit que Noirtier réclamait la vue de son enfant. Il se rapprocha du lit et tandis que le médecin des morts trempait dans de l'eau chlorurée les doigts qui avaient touché les lèvres de la trépassée, il découvrit ce calme et pâle visage qui semblait celui d'un ange endormi. Une larme qui reparut au coin de l'œil de Noirtier fut le remerciement que reçut le bon docteur. Le médecin des morts dressa son procès-verbal sur le coin d'une table, dans la chambre même de Valentine, et cette formalité suprême accomplie, sortit, reconduit par le docteur. Villefort les entendit descendre et reparut à la porte de son cabinet. En quelques mots, il remercia le médecin et se retournant vers d'Avrigny: «Et maintenant», dit-il, «le prêtre? Avez-vous un ecclésiastique que vous désirez plus particulièrement chargé de prier près de Valentine?» demanda d'Avrigny. «Non», dit Villefort. «Allez chez le plus proche». «Le plus proche», dit le médecin, «est un bon abbé italien qui est venu demeurer dans la maison voisine de la vôtre. Voulez-vous que je le prévienne en passant?» «D'avrigny», dit Villefort, «veuillez, je vous prie, accompagner monsieur. Voici la clé, pour que vous puissiez entrer et sortir à volonté. Vous ramènerez le prêtre et vous vous chargerez de l'installer dans la chambre de ma pauvre enfant. Désirez-vous lui parler, mon ami? Je désire être seul. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Un prêtre doit comprendre toutes les douleurs, même la douleur paternelle.» Et monsieur de Villefort, donnant un passe-partout à d'Avrigny, salua une dernière fois le docteur étranger et rentra dans son cabinet où il se mit à travailler. Pour certaines organisations, le travail est le remède à toutes les douleurs. Au moment où ils descendaient dans la rue, ils aperçurent un homme vêtu d'une soutane qui se tenait sur le seuil de la porte voisine. «Voici celui dont je vous parlais», dit le médecin des morts à d'Avrigny. D'Avrigny aborda l'ecclésiastique. «Monsieur», lui dit-il, «seriez-vous disposé à rendre un grand service à un malheureux père qui vient de perdre sa fille? À monsieur le procureur du roi Villefort.» «Ah! Messieurs», répondit le prêtre avec un accent italien des plus prononcés. «Oui, je sais, la mort est dans sa maison.» «Alors je n'ai point à vous apprendre quel genre de service il ose attendre de vous.» «J'allais aller faire mon office, monsieur», dit le prêtre. «C'est notre mission d'aller au-devant de nos devoirs.» «C'est une jeune fille.» «Oui, je sais cela. Je l'ai appris des domestiques que j'ai vus fuyant la maison. J'ai su qu'elle s'appelait Valentine, et j'ai déjà prié pour elle.» «Merci, monsieur, merci», dit d'Avrigny. «Et puisque vous avez déjà commencé d'exercer votre saint ministère, daignez le continuer. Venez vous asseoir près de la morte et toute une famille plongée dans le deuil vous sera bien reconnaissante.» «J'y vais, monsieur», répondit l'abbé, «et j'ose dire que jamais prières ne seront plus ardentes que les miennes.» D'avrigny prit l'abbé par la main, et sans rencontrer Villefort enfermé dans son cabinet, il le conduisit jusqu'à la chambre de Valentine, dont les ensevelisseurs devaient s'emparer seulement la nuit suivante. En entrant dans la chambre, le regard de Noirtier avait rencontré celui de l'abbé, et sans doute il crut y lire quelque chose de particulier, car il ne le quitta plus. D'avrigny recommanda au prêtre non seulement la morte, mais le vivant, et le prêtre promit à d'Avrigny de donner ses prières à Valentine et ses soins à Noirtier. L'abbé s'y engagea solennellement. Et sans doute, pour n'être pas dérangé dans ses prières et pour que Noirtier ne fût pas dérangé dans sa douleur, il alla, dès que M. d'Avrigny eut quitté la chambre, fermer non seulement les verrous de la porte par laquelle le docteur venait de sortir, mais encore les verrous de celle qui conduisait chez Madame de Villefort. Chapitre 105. La signature d'Anglars. Le jour du lendemain se leva triste et nuageux. Les ensevelisseurs avaient pendant la nuit accompli leur funèbre office et cousu le corps déposé sur le lit dans le suaire qui drape lugubrement les trépassés en leur prêtant quelque chose qu'on dise de l'égalité devant la mort, un dernier témoignage du luxe qu'ils aimaient pendant leur vie.
Ce suaire n'était autre chose qu'une pièce de magnifique batiste que la jeune fille avait achetée 15 jours auparavant. Dans la soirée, des hommes appelés à cet effet avaient transporté Noirtier de la chambre de Valentine dans la sienne, et contre toute attente, le vieillard n'avait fait aucune difficulté de s'éloigner du corps de son enfant. L'abbé Busoni avait veillé jusqu'au jour, et au jour il s'était retiré chez lui sans appeler personne. Vers 8 heures du matin, D'avrigny était revenu. Il avait rencontré Villefort qui passait chez Noirtier, et il l'avait accompagné pour savoir comment le vieillard avait passé la nuit. Ils le trouvèrent dans le grand fauteuil qui lui servait de lit, reposant d'un sommeil doux et presque souriant. Tous deux s'arrêtèrent étonnés sur le seuil. «Voyez», dit D'avrigny à Villefort qui regardait son père endormi, «voyez, la nature sait calmer les plus vives douleurs. Certes, on ne dira pas que monsieur Noirtier n'aimait pas sa petite-fille. Il dort, cependant.» «Oui, et vous avez raison», répondit Villefort avec surprise. «Il dort et c'est bien étrange, car la moindre contrariété le tient éveillé des nuits entières.» «La douleur l'a terrassé», répliqua D'avrigny. Et tous deux regagnèrent pensifs le cabinet du procureur du roi. «Tenez, moi je n'ai pas dormi», dit Villefort en montrant à D'avrigny son lit intact. «La douleur ne me terrasse pas, moi. Il y a 2 nuits que je ne me suis pas couché. Mais en échange, voyez mon bureau. Ai-je écrit, mon Dieu, pendant ces 2 jours et ces 2 nuits? Ai-je fouillé ce dossier? Ai-je annoté cet acte d'accusation de l'assassin Benedetto? Oh, travail, travail! Ma passion, ma joie, ma rage, c'est à toi de terrasser toutes mes douleurs.» Et il serra convulsivement la main de Dravini. «Avez-vous besoin de moi?» demanda le docteur. «Non», dit Villefort. «Seulement revenez à 11 heures, je vous prie. C'est à midi qu'a lieu, le départ. Mon Dieu, ma pauvre enfant, ma pauvre enfant!» Et le procureur du roi, redevenant homme, leva les yeux au ciel et poussa un soupir. «Vous tiendrez donc au salon de réception?» «Non, j'ai un cousin qui se charge de ce triste honneur. Moi, je travaillerai, docteur. Quand je travaille, tout disparaît.» En effet, le docteur n'était point à la porte que déjà le procureur du roi s'était remis au travail. Sur le perron, D'avrigny rencontra ce parent dont lui avait parlé Villefort, personnage insignifiant dans cette histoire comme dans la famille, un de ces êtres voués en naissant à jouer le rôle d'utilité dans le monde. Il était ponctuel, vêtu de noir, avec un crêpe au bras, et s'était rendu chez son cousin avec une figure qu'il s'était faite, qu'il comptait garder tant que besoin serait, et quitter ensuite. À 11 heures, les voitures funèbres roulèrent sur le pavé de la cour, et la rue du Faubourg Saint-Honoré s'emplit des murmures de la foule, également avide des joies ou du deuil des riches, et qui court à un enterrement pompeux avec la même hâte qu'à un mariage de duchesse. Peu à peu, le salon mortuaire s'emplit, et l'on vit arriver d'abord une partie de nos anciennes connaissances, c'est-à-dire Debray, Château-Renaud, Beauchamp, puis toutes les illustrations du parquet, du barreau, de la littérature et de l'armée. Car M. de Villefort occupait, moins encore par sa position sociale que par son mérite personnel, un des premiers rangs dans le monde parisien. Le cousin se tenait à la porte et faisait entrer tout le monde. Et c'était pour les indifférents un grand soulagement, il faut le dire, que de voir là une figure indifférente, qui n'exigeait point des conviés une physionomie menteuse ou de fausses larmes, comme eussent fait un père, un frère ou un fiancé. Ceux qui se connaissaient s'appelaient du regard et se réunissaient en groupe. Un de ces groupes était composé de Debray, de Château-Renaud et de Beauchamp. «Pauvre jeune fille», dit Debray, payant, comme chacun au reste le faisait malgré soi, un tribut à ce douloureux événement. «Pauvre jeune fille, si riche, si belle, eussiez-vous pensé cela, Château-Renaud, quand nous nous vîmes, il y a longtemps combien? 3 semaines ou un mois, tout au plus, pour signer ce contrat qui ne fut pas signé?» «Ma foi, non», dit Château-Renaud. «La connaissiez-vous?» «J'avais causé une fois ou deux avec elle au bal de madame de Morcerf, entre autres. Elle m'avait paru charmante, quoique d'un esprit un peu mélancolique. Où est la belle-mère, savez-vous?» «Elle est allée passer la journée avec la femme de ce digne monsieur qui nous reçoit.» «Qu'est-ce que c'est que ça?» «Qui ça?» «Le monsieur qui nous reçoit, un député.» «Non», dit Beauchamp, «je suis condamné à voir nos honorables tous les jours, et sa tête m'est inconnue.»
Avez-vous parlé de sa mort dans votre journal? L'article n'est pas de moi, mais on en a parlé. Je doute même qu'il soit agréable à monsieur de Villefort. Il est dit, je crois, que si 4 morts successives avaient eu lieu ainsi autre part que dans la maison de monsieur le procureur du roi, monsieur le procureur du roi s'en serait certes plus ému. Au reste, dit Château Renaud, le docteur d'Avrigny, qui est le médecin de ma mère, le prétend fort désespéré. Mais qui cherchez-vous donc, Debray? Je cherche monsieur de Monte Cristo, répondit le jeune homme. Je l'ai rencontré sur le boulevard en venant ici. Je le croise sur le départ, et il allait chez son banquier, dit Beauchamp. Chez son banquier, n'est-ce pas Danglars? Demanda Château Renaud à Debray. Je crois que oui, répondit le secrétaire intime avec un léger trouble. Monsieur de Monte Cristo n'est pas le seul qui manque ici, je ne vois pas Morel. Morel? Est-ce qu'il y connaissait? Demanda Château Renaud. Je crois qu'il avait été présenté à madame de Villefort seulement. N'importe, il aurait dû venir, dit Debray. De quoi causera-t-il ce soir? Cet enterrement, c'est la nouvelle de la journée. Mais chut, taisons-nous, voici monsieur le ministre de la Justice et des Cultes. Il va se croire obligé de faire son petit speech au cousin larmoyant. Et les 3 jeunes gens se rapprochèrent de la porte pour entendre le petit speech de monsieur le ministre de la Justice et des Cultes. Beauchamp avait dit vrai. En se rendant à l'invitation mortuaire, il avait rencontré Monte Cristo qui, de son côté, se dirigeait vers l'hôtel de Danglars, rue de la Chaussée-d'Antin. Le banquier avait de sa fenêtre aperçu la voiture du comte entrant dans la cour et il était venu au-devant de lui avec un visage attristé mais affable. Eh bien, Comte, dit-il en tendant la main à Monte Cristo. Vous venez me faire vos compliments de condoléances. En vérité, le malheur est dans ma maison. C'est au point que lorsque je vous ai aperçu, je m'interrogeais moi-même pour savoir si je n'avais pas souhaité malheur à ces pauvres morcerfs, ce qui eût justifié le proverbe qui mal veut, mal lui arrive. Eh bien, sur ma parole, non. Je ne souhaitais pas de mal à Morcerf. Il était peut-être un peu orgueilleux pour un homme parti de rien comme moi, et se devant tout à lui-même comme moi. Mais chacun a ses défauts. Ah, tenez-vous bien compte, les gens de notre génération. Mais pardon, vous n'êtes pas de notre génération, vous êtes un jeune homme. Les gens de notre génération ne sont point heureux cette année. Témoin notre puritain de procureur du roi. Témoin Villefort, qui vient encore de perdre sa fille. Ainsi, récapitulez, Villefort, comme nous disions, perdant toute sa famille d'une façon étrange. Morcerf déshonoré et tué. Moi, couvert de ridicule, par la scélératesse de ce Benedetto, et puis... Puis quoi? Demanda le comte. Hélas, vous l'ignorez donc. Quel nouveau malheur? Ma fille, mademoiselle Danglars. Eugénie nous quitte. Oh mon Dieu, que me dites-vous là? La vérité, mon cher comte. Mon Dieu, que vous êtes heureux de n'avoir ni femme ni enfant, vous. Vous trouvez. Ah mon Dieu! Et vous dites que mademoiselle Eugénie, elle n'a pu supporter l'affront que nous a fait ce misérable, et m'a demandé la permission de voyager. Et elle est partie. L'autre nuit. Avec madame Danglars. Non, avec une parente. Mais nous ne la perdrons pas moins, cette chère Eugénie. Car je doute qu'avec le caractère que je lui connais, elle consente jamais à revenir en France. Que voulez-vous, mon cher baron? Dit Monte Cristo. Chagrin de famille, chagrin qui serait écrasant pour un pauvre diable dont l'enfant serait toute la fortune, mais supportable pour un millionnaire. Les philosophes ont beau dire, et les hommes pratiques leur donneront toujours un démenti là-dessus. L'argent console de bien des choses. Et vous, vous devez être plus vite consolé que qui que ce soit, si vous admettez la vertu de ce baume souverain. Vous, le roi de la finance, le point d'intersection de tous les pouvoirs. Danglars lança un coup d'œil oblique au comte pour voir s'il raillait ou s'il parlait sérieusement. Oui, dit-il, le fait est que si la fortune console, je dois être consolé. Je suis riche. Si riche, mon cher baron, que votre fortune ressemble aux pyramides. Voulût-on les démolir, on oserait. Osa-t-on, l'on ne pourrait. Danglars sourit de cette confiante bonhomie du comte. Cela me rappelle, dit-il, que lorsque vous êtes entré, j'étais en train de faire 5 petits bonds.
J'en avais déjà signé 2. Voulez-vous me permettre de faire les 3 autres? Faites, mon cher baron, faites. Il eut un instant de silence, pendant lequel on entendit crier la plume du banquier tandis que Monte Cristo regardait les moulures dorées du plafond. Des bons d'Espagne, dit Monte Cristo. Des bons d'Haïti? Des bons de Naples? Non, dit Danglars en riant de son rire suffisant. Des bons au porteur, des bons sur la Banque de France. Tenez, ajouta-t-il, monsieur le comte, vous qui êtes l'empereur de la finance, comme j'en suis le roi, avez-vous vu beaucoup de chiffons de papier de cette grandeur-là valoir chacun 1 million? Monte Cristo prit dans sa main, comme pour les peser, les 5 chiffons de papier que lui présentait orgueilleusement Danglars et lut: «Plaise à monsieur le régent de la banque de faire payer à mon ordre et sur les fonds déposés par moi la somme d'1 million, valeur en compte. Baron Danglars.» 1, 2, 3, 4, 5, fit Monte Cristo. 5 millions, peste! Comme vous y allez, seigneur Crésus. Voilà comme je fais les affaires, moi, dit Danglars. C'est merveilleux. Si surtout, comme je n'en doute pas, cette somme est payée comptant. Elle le sera, dit Danglars. C'est beau d'avoir un pareil crédit. En vérité, il n'y a qu'en France qu'on voit de ces choses-là. 5 chiffrons de papier valant 5 millions. Et il faut le voir pour le croire. Vous en doutez? Non. Vous dites cela avec un accent? Tenez, donnez-vous-en le plaisir. Conduisez mon commis à la banque et vous l'enverrez sortir avec des bons sur le trésor pour la même somme. Non, dit Monte Cristo pliant les 5 billets. Ma foi non, la chose est trop curieuse, et j'en ferai l'expérience moi-même. Mon crédit chez vous est de 6 millions. J'ai pris 900 000 francs. C'est 500 millions, 5 000 francs que vous restez me devoir. Je prends vos 5 chiffons de papier que je tiens pour bons à la seule vue de votre signature. Et voici un reçu général de 6 millions qui régularise notre compte. Je l'avais préparé d'avance, car il faut vous dire que j'ai fort besoin d'argent aujourd'hui. Et d'une main, Monte Cristo mit les 5 billets dans sa poche, tandis que de l'autre, il tendait son reçu au banquier. La foudre tombant aux pieds de Danglars ne l'eût pas écrasé d'une terreur plus grande. Quoi? Balbutia-t-il. Quoi? Monsieur le comte, vous prenez cet argent? Mais pardon, pardon, c'est de l'argent que je dois aux hospices. Un dépôt. Et j'avais promis de payer ce matin. Ah, dit Monte Cristo. C'est différent. Je ne tiens pas précisément à ces 5 billets. Payez-moi en autre valeur. C'était par curiosité que j'avais pris celle-ci. Afin de pouvoir dire de par le monde que sans avis aucun, sans me demander 5 minutes de délai, la maison Danglars m'avait payé 5 millions comptant. C'eût été remarquable. Mais voici vos valeurs, je vous les répète. Donnez-m'en d'autres. Et il tendait les 5 effets à Danglars qui, livide, allongea d'abord la main, ainsi qu'un vautour allonge la griffe par les barreaux de sa cage pour retenir la chair qu'on lui enlève. Tout à coup, il se ravisa, fit un effort violent et se contint. Puis on le vit sourire, arrondir peu à peu les traits de son visage bouleversé. Au fait, dit-il, votre reçu, c'est de l'argent. Oh, mon Dieu, oui. Et si vous étiez à Rome, sur mon reçu, la maison Thomson and French ne ferait pas plus de difficulté de vous payer que vous n'en avez fait vous-même. Pardon, monsieur le comte, pardon. Je puis donc garder cet argent? Oui, dit Danglars en essuyant la sueur qui perlait à la racine de ses cheveux. Gardez, gardez. Monte Cristo remit les 5 billets dans sa poche, avec cet intraduisible mouvement de physionomie qui veut dire: «Dame, réfléchissez. Si vous vous repentez, il est encore temps.» «Non», dit Danglars, «non, décidément, gardez mes signatures. Mais vous le savez, rien n'est formaliste comme un homme d'argent. Je destinais cet argent aux hospices et j'eusse cru les voler en ne leur donnant pas précisément celui-là, comme si un écu n'en volait pas un autre. Excusez!» Et il se mit à rire bruyamment, mais des nerfs. «J'excuse», répondit gracieusement Monte Cristo. «Et j'empoche.
et il plaça les bons dans son portefeuille. Mais, dit Danglars, nous avons une somme de 100 000 francs. Oh, bagatelle, dit Monte Cristo. L'agio doit monter à peu près à cette somme, gardez-la, et nous serons quittes. Comte, dit Danglars, parlez-vous sérieusement? Je ne ris jamais avec les banquiers, répliqua Monte Cristo avec un sérieux qui frisait l'impertinence. Et il s'achemina vers la porte, juste au moment où le valet de chambre annonçait Monsieur de Beauville, receveur général des hospices. Ma foi, dit Monte Cristo, il paraît que je suis arrivé à temps pour jouir de vos signatures. On se les dispute. Danglars pâlit une seconde fois et se hâta de prendre congé du comte. Le comte de Monte Cristo échangea un cérémonieux salut avec monsieur de Beauville, qui se tenait debout dans le salon d'attente et qui, monsieur de Monte Cristo passé, fut immédiatement introduit dans le cabinet de monsieur Danglars. On eût pu voir le visage si sérieux du comte s'illuminer d'un éphémère sourire à l'aspect du portefeuille que tenait à la main monsieur le receveur des hospices. À la porte, il retrouva sa voiture et se fit conduire sur-le-champ à la banque. Pendant ce temps, Danglars, comprimant toute émotion, venait à la rencontre du receveur général. Il va sans dire que le sourire et la gracieuseté étaient stéréotypés sur ses lèvres. «Bonjour», dit-il, «mon cher créancier, car je gagnerai que c'est le créancier qui m'arrive». «Vous avez deviné juste, monsieur le baron», dit monsieur de Beauville. «Les hospices se présentent à vous dans ma personne. Les veuves et les orphelins viennent par mes mains vous demander une aumône de 5 millions. Et l'on dit que les orphelins sont à plaindre, dit Danglars en prolongeant la plaisanterie. Pauvres enfants. Me voici donc venu en leur nom, dit monsieur de Beauville. Vous avez dû recevoir ma lettre hier. Oui. Me voici avec mon reçu. Mon cher monsieur de Beauville, dit Danglars, vos veuves et vos orphelins auront, si vous le voulez bien, la bonté d'attendre 24 heures. Attendu que monsieur de Monte Cristo, que vous venez de voir sortir d'ici, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Oui. Eh bien? Eh bien, monsieur de Monte Cristo emportait leurs 5 millions. Comment cela? Le comte avait un crédit illimité sur moi, crédit ouvert par la maison Thomson and French de Rome. Il est venu me demander une somme de 5 millions d'un seul coup. Je lui ai donné un bon sur la banque. C'est là que sont déposés mes fonds. Et vous comprenez, je craindrais, en retirant des mains de monsieur le régent 10 millions le même jour, que cela ne lui parût bien étrange. En 2 jours, ajouta Danglars en souriant, je ne dis pas. Allons donc, s'écria monsieur de Beauville avec le ton de la plus complète incrédulité. 5 millions à ce monsieur qui sortait tout à l'heure, et qui m'a salué en sortant comme si je le connaissais. Peut-être vous connaît-il sans que vous le connaissiez, vous. Monsieur de Monte Cristo connaît tout le monde. 5 millions. Voilà son reçu. Faites comme saint Thomas, voyez et touchez. Monsieur de Beauville prit le papier que lui présentait Danglars et lut. Reçu de monsieur le baron Danglars la somme de 5 100 000 francs, dont il se remboursera à volonté sur la maison Thomson et French de Rome. C'est ma foi vrai, dit celui-ci. Connaissez-vous la maison Thomson and French? Oui, dit monsieur de Beauville. J'ai fait autrefois une affaire de 200 000 francs avec elle, mais je n'en ai pas entendu parler depuis. C'est une des meilleures maisons d'Europe, dit Danglars en rejetant négligemment sur son bureau le reçu qu'il venait de prendre des mains de monsieur de Beauville. Et il avait comme cela 5 millions, rien que sur vous, à ça. Mais c'est donc un nabab que ce comte de Monte Cristo. Ma foi, je ne sais pas ce que c'est. Mais il avait 3 crédits illimités. Un sur moi, un sur Rothschild, un sur Laffitte, et, ajouta négligemment Danglars, comme vous voyez, il m'a donné la préférence en me laissant 100 000 francs pour l'agio. Monsieur de Beauville donna tous les signes de la plus grande admiration. Il faudra que je l'aille visiter, dit-il, et que j'obtienne quelques fondations pieuses pour nous. Oh,
C'est comme si vous la teniez. Ces aumônes seules montent à plus de 20 000 francs par mois. C'est magnifique. D'ailleurs, je lui citerai l'exemple de Madame de Morcerf et de son fils. Quel exemple? Ils ont donné toute leur fortune aux hospices. Quelle fortune? Leur fortune. Celle du général de Morcerf, du défunt. Et à quel propos? À propos qu'ils ne voulaient pas d'un bien si misérablement acquis. De quoi vont-ils vivre? La mère se retire en province et le fils s'engage. Tiens, tiens, dit Danglars, en voilà des scrupules. J'ai fait enregistrer l'acte de donation hier. Et combien possédait-il? Oh, pas grand-chose. 12 à 13 cent mille francs. Mais revenons à nos millions. Volontiers, dit Danglars le plus naturellement du monde. Vous êtes donc bien pressé de cet argent? Mais oui, la vérification de nos caisses se fait demain. Demain? Que ne disiez-vous cela tout de suite? Mais c'est un siècle demain. À quelle heure cette vérification? À 2 heures. Envoyez à midi, dit Danglars avec son sourire. Monsieur de Beauville ne répondait pas grand-chose, il faisait oui de la tête et remuait son portefeuille. Mais j'y songe, dit Danglars. Faites mieux. Que voulez-vous que je fasse? Le reçu de monsieur de Monte Cristo vaut de l'argent. Passez ce reçu chez Rothschild ou chez Laffitte. Ils vous le prendront à l'instant même. Quoique remboursable sur Rome? Certainement. Il vous en coûtera seulement un escompte de 5 à 6 000 francs. Le receveur fit un bond en arrière. Ma foi, non, j'aime mieux attendre à demain. Comme vous y allez. J'ai cru un instant, pardonnez-moi, dit Danglars avec une suprême impudence. J'ai cru que vous aviez un petit déficit à combler. Ah, fit le receveur. Écoutez, cela s'est vu, et dans ce cas, on fait un sacrifice. Dieu merci, non, dit monsieur de Beauville. Alors, à demain, n'est-ce pas, mon cher receveur? Oui, à demain, mais sans faute. Ah ça, mais vous riez, à midi, envoyez. Et la banque sera prévenue. Je viendrai moi-même. Mieux encore, puisque cela me procurera le plaisir de vous voir. Ils se serrèrent la main. À propos, dit monsieur de Beauville, n'allez-vous donc point à l'enterrement de cette pauvre mademoiselle de Villefort, que j'ai rencontrée sur le boulevard? Non, dit le banquier, je suis encore un peu ridicule depuis l'affaire de Benedetto, et je fais un plongeon. Bah, vous avez tort, est-ce qu'il y a de votre faute dans tout cela? Écoutez, mon cher receveur, quand on porte un nom sans tache comme le mien, on est susceptible. Tout le monde vous plaint, soyez-en persuadés. Et surtout, tout le monde plaint mademoiselle votre fille. Pauvre génie, dit Danglars avec un profond soupir. Vous savez qu'elle entre en religion, monsieur? Non. Hélas, ce n'est que malheureusement trop vrai. Le lendemain de l'événement, elle s'est décidée à partir avec une religieuse de ses amies. Elle va chercher un couvent bien sévère en Italie ou en Espagne. Oh, c'est terrible. Et monsieur de Beauville se retira sur cette exclamation en faisant au père 1000 compliments de condoléances. Mais il ne fut pas plus tôt dehors que Danglars, avec une énergie de geste que comprendront ceux-là seulement qui ont vu représenter Robert Macaire par Frédéric, s'écria: «Imbécile!» Et serrant la quittance de Monte Cristo dans un petit portefeuille: «Viens à midi», ajouta-t-il. «À midi, je serai loin.» Puis il s'enfirma à double tour, vida tous les tiroirs de sa caisse, réunit une cinquantaine de mille francs en billets de banque, brûla différents papiers, en mit d'autres en évidence, et commença d'écrire une lettre qu'il cacheta, et sur laquelle il mit pour surscription: «À Madame la baronne Danglars. Ce soir», murmura-t-il, «je la placerai moi-même sur sa toilette.» Puis, tirant un passeport de sa toilette: «Bon», dit-il, «il est encore valable pour 2 mois.»
Chapitre 106. Le cimetière du Père-Lachaise. Monsieur de Beauville avait en effet rencontré le convoi funèbre qui conduisait Valentine à sa dernière demeure. Le temps était sombre et nuageux, un vent tiède encore, mais déjà mortel pour les feuilles jaunies, les arrachait aux branches peu à peu dépouillées, et les faisait tourbillonner sur la foule immense qui encombrait les boulevards. Monsieur de Villefort, parisien pur, regardait le cimetière du Père-Lachaise comme le seul digne de recevoir la dépouille mortelle d'une famille parisienne. Les autres lui paraissaient des cimetières de campagne, des hôtels garnis de la mort. Au Père-Lachaise seulement, un trépassé de bonne compagnie pouvait être logé chez lui. Il avait acheté là, comme nous l'avons vu, la concession à perpétuité sur laquelle s'élevait le monument peuplé si promptement par tous les membres de sa première famille. On lisait sur le fronton du mausolée famille Saint-Méran et Villefort, car tel avait été le dernier vœu de la pauvre Renée, mère de Valentine. C'était donc vers le Père-Lachaise que s'acheminait le pompeux cortège parti du faubourg Saint-Honoré. On traversa tout Paris, on prit le faubourg du Temple, puis les boulevards extérieurs jusqu'au cimetière. Plus de 50 voitures de maître suivaient 20 voitures de deuil. Et derrière ces 50 voitures, plus de 500 personnes encore marchaient à pied. C'étaient presque tous des gens jeunes, que la mort de Valentine avait frappés d'un coup de foudre, et qui, malgré la vapeur glaciale du siècle et le prosaïsme de l'époque, subissaient l'influence poétique de cette belle, cette chaste, de cette adorable jeune fille enlevée en sa fleur. À la sortie de Paris, on vit arriver un rapide attelage de 4 chevaux qui s'arrêtèrent soudain en raidissant leurs jarrets nerveux comme des ressorts d'acier. C'était Monsieur de Monte Cristo. Le comte descendit de sa calèche et vint se mêler à la foule qui suivait à pied le char funèbre. Château-Renaud l'aperçut. Il descendit aussitôt de son coupé et vint se joindre à lui. Beauchamp quitta de même le cabriolet de remise dans lequel il se trouvait. Le comte regardait attentivement par tous les interstices que laissait la foule. Il cherchait visiblement quelqu'un. Enfin, il n'y tint pas. Où est Morel demanda-t-il. Quelqu'un de vous, messieurs, sait-il où il est? Nous nous sommes déjà fait cette question à la maison mortuaire, dit Château-Renaud, car personne de nous ne l'a aperçu. Le comte se tut, mais continua à regarder autour de lui. Enfin, on arriva au cimetière. L'œil perçant de Monte Cristo sonda tout d'un coup les bosquets d'ifs et de pins, et bientôt il perdit toute inquiétude. Une ombre avait glissé sous les noires charmilles, et Monte Cristo venait sans doute de reconnaître ce qu'il cherchait. On sait ce qu'est un enterrement dans cette magnifique nécropole. Des groupes noirs disséminés dans les branches allées, le silence du ciel et de la terre troublé par l'éclat de quelques branches rompues, de quelques haies enfoncées autour d'une tombe, puis le chant mélancolique des prêtres, auquel se mêle çà et là un sanglot échappé d'une touffe de fleurs, sous laquelle on voit quelques femmes abîmées et les mains jointes. L'ombre qu'avait remarquée Monte Cristo traversa rapidement le quinconce jeté derrière la tombe d'Héloïse et d'Abélard, vint se placer avec les valets de la mort à la tête des chevaux qui traînaient le corps, et du même pas parvint à l'endroit choisi pour la sépulture. Chacun regardait quelque chose. Monte Cristo ne regardait que cette ombre à peine remarquée de ceux qui l'avoisinaient. 2 fois, le comte sortit des rangs pour voir si les mains de cet homme ne cherchaient pas quelque arme cachée sous ses habits. Cette ombre, quand le cortège s'arrêta, fut reconnue pour être Morel, qui, avec sa redingote noire boutonnée jusqu'en haut, son front livide, ses joues creusées, son chapeau froissé par ses mains convulsives, s'était adossé à un arbre situé sur un tertre dominant le mausolée, de manière à ne perdre aucun des détails de la funèbre cérémonie qui allait s'accomplir. Tout se passa selon l'usage. Quelques hommes, et comme toujours c'étaient les moins impressionnés, quelques hommes prononcèrent des discours. Les uns plaignaient cette mort prématurée, les autres
s'étendait sur la douleur de son père. Il y en eut d'assez ingénieux pour trouver que cette jeune fille avait plus d'une fois sollicité monsieur de Villefort pour les coupables sur la tête desquels il tenait suspendu le glaive de la justice. Enfin, on épuisa les métaphores fleuries et les périodes douloureuses, en commentant de toute façon les stances de Malherbe à Dupérier. Monte Cristo n'écoutait rien, ne voyait rien. Ou plutôt, il ne voyait que Morel, dont le calme et l'immobilité formaient un spectacle effrayant pour celui qui seul pouvait lire ce qui se passait au fond du cœur du jeune officier. Tiens, dit tout à coup Beauchamp à Debray, voilà Morel. Où diable s'était-il fourré là? Et ils le firent remarquer à Château Renaud. Comme il est pâle, dit celui-ci en tressaillant. Il a froid, répliqua Debray. Non pas, dit lentement Château Renaud. Je crois, moi, qu'il est ému. C'est un homme très impressionnable que Maximilien. Bah, dit Debray. À peine s'il connaissait mademoiselle Villefort, vous l'avez dit vous-même. C'est vrai. Cependant, je me rappelle qu'à ce bal chez madame de Morcerf, il a dansé 3 fois avec elle. Vous savez, comte, à ce bal où vous produisîtes tant d'effets. Non, je ne sais pas, répondit Monte Cristo sans savoir même à quoi ni à qui il répondait, occupé qu'il était de surveiller Morel dont les joues s'animaient, comme il arrive à ceux qui compriment ou retiennent leur respiration. Les discours sont finis. Adieu, messieurs, dit brusquement le comte. Et il donna le signal du départ en disparaissant, sans que l'on sût par où il était passé. La fête mortuaire était terminée. Les assistants reprirent le chemin de Paris. Château Renaud seul chercha un instant Morel des yeux, mais tandis qu'il avait suivi du regard le comte qui s'éloignait, Morel avait quitté sa place et Château Renaud, après l'avoir cherché vainement, avait suivi Debray et Beauchamp. Monte Cristo s'était jeté dans un taillis, et caché derrière une large tombe, il guettait jusqu'au moindre mouvement de Morel, qui peu à peu s'était approché du mausolée abandonné des curieux, puis des ouvriers. Morel regarda autour de lui lentement et vaguement. Mais au moment où son regard embrassait la portion du cercle opposé à la sienne, Monte Cristo se rapprocha encore d'une dizaine de pas, sans avoir été vu. Le jeune homme s'agenouilla. Le comte, le cou tendu, l'œil fixe et dilaté, les jarrets pliés comme pour s'élancer au premier signal, continuait à se rapprocher de Morel. Morel courba son front jusque sur la pierre, embrassa la grille de ses 2 mains et murmura: «Oh, Valentine!» Le cœur du comte fut brisé par l'explosion de ces 2 mots. Il fit un pas encore et frappant sur l'épaule de Morel: «C'est vous, cher ami», dit-il. «Je vous cherchais». Monte Cristo s'attendait à un éclat, à des reproches, à des récriminations, il se trompait. Morel se tourna de son côté et avec l'apparence du calme: «Vous voyez», dit-il, «je priais». Et son regard scrutateur parcourut le jeune homme des pieds à la tête. Après cet examen, il parut plus tranquille. «Voulez-vous que je vous ramène à Paris?» dit-il. «Non, merci». «Enfin, désirez-vous quelque chose?» «Laissez-moi prier». Le comte s'éloigna sans faire une seule objection, mais ce fut pour prendre un nouveau poste, d'où il ne perdait pas un seul geste de Morel, qui enfin se releva, essuya ses genoux blanchis par la pierre, et reprit le chemin de Paris sans tourner une seule fois la tête. Il descendit lentement la rue de la Roquette. Le comte, renvoyant sa voiture qui stationnait au Père-Lachaise, le suivit à 100 pas. Maximilien traversa le canal et rentra rue Mêlée par les boulevards. 5 minutes après que la porte se fût refermée pour Morel, elle se rouvrit pour Monte Cristo. Julie était à l'entrée du jardin où elle regardait avec la plus profonde attention maître Pénelon, qui, prenant sa profession de jardinier au sérieux, faisait des boutures de rosiers du Bengale. «Ah! Monsieur le comte de Monte Cristo!» s'écria-t-elle avec cette joie qui manifeste d'ordinaire chaque membre de la famille quand Monte Cristo faisait sa visite dans la rue Mêlée.
Maximilien vient de rentrer, n'est-ce pas, madame? Demanda le comte. Je crois l'avoir vu passer, oui, reprit la jeune femme. Mais je vous prie, appelez Emmanuel. Pardon, madame, mais il faut que je monte à l'instant même chez Maximilien, répliqua Monte Cristo. J'ai à lui dire quelque chose de la plus haute importance. Allez donc, fit-elle en l'accompagnant de son charmant sourire jusqu'à ce qu'il eût disparu dans l'escalier. Monte Cristo eut bientôt franchi les 2 étages qui séparaient le rez-de-chaussée de l'appartement de Maximilien. Parvenu sur le palier, il écouta. Nul bruit ne se faisait entendre. Comme dans la plupart des anciennes maisons habitées par un seul maître, le palier n'était fermé que par une porte vitrée. Seulement, à cette porte vitrée, il n'y avait point de clé. Maximilien s'était enfermé en dedans. Mais il était impossible de voir, au-delà de la porte, un rideau de soie rouge doublant les vitres. L'anxiété du comte se traduisit par une vive rougeur, symptôme d'émotion peu ordinaire chez cet homme impassible. Que faire? Murmura-t-il. Et il réfléchit un instant. Sonner? Reprit-il. Oh non. Souvent le bruit d'une sonnette, c'est-à-dire d'une visite, accélère la résolution de ceux qui se trouvent dans la situation où Maximilien doit être en ce moment. Et alors, au bruit de la sonnette, répond un autre bruit. Monte Cristo frissonna des pieds à la tête. Et comme chez lui, la décision avait la rapidité de l'éclair, il frappa un coup de coude dans un des carreaux de la porte vitrée qui vola en éclats. Puis il souleva le rideau et vit Morrel qui, devant son bureau, une plume à la main, venait de bondir sur sa chaise au fracas de la vitre brisée. Ce n'est rien, dit le comte. Mille pardons, mon cher ami. J'ai glissé, et en glissant, j'ai donné du coude dans votre carreau. Puisqu'il est cassé, je vais en profiter pour rentrer chez vous. Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Et passant le bras par la vitre brisée, le comte ouvrit la porte. Morrel se leva, évidemment contrarié, et vint au-devant de Monte Cristo, moins pour le recevoir que pour lui barrer le passage. Ma foi, c'est la faute de vos domestiques, dit Monte Cristo en se frottant le coude. Vos parquets sont reluisants comme des miroirs. Vous êtes-vous blessé, monsieur? Demanda froidement Morrel. Je ne sais. Mais que faisiez-vous donc là? Vous écriviez? Moi? Vous avez les doigts tachés d'encre. C'est vrai, répondit Morrel. J'écrivais. Cela m'arrive quelquefois. Tout militaire que je suis. Monte Cristo fit quelques pas dans l'appartement. Force fut à Maximilien de le laisser passer. Mais il le suivit. Vous écriviez, reprit Monte Cristo avec un regard fatigant de fixité. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire que oui, fit Morrel. Le comte jeta un regard autour de lui. Vos pistolets à côté de l'écritoire, dit-il en montrant du doigt à Morrel les armes posées sur son bureau. Je pars pour un voyage, répondit Maximilien. Mon ami, dit Monte Cristo avec une voix d'une douceur infinie. Monsieur, mon ami, mon cher Maximilien, pas de résolutions extrêmes. Je vous en supplie. Moi, des résolutions extrêmes, dit Morrel en haussant les épaules. Et en quoi, je vous prie, un voyage est-il une résolution extrême? Maximilien, dit Monte Cristo, posons chacun de notre côté le masque que nous portons. Maximilien, vous ne m'abusez pas avec ce calme de commande plus que je ne vous abuse moi avec ma frivole sollicitude. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, que pour avoir fait ce que j'ai fait, pour avoir enfoncé ces vitres, violé le secret de la chambre d'un ami, vous comprenez, dis-je, que pour avoir fait tout cela, il fallait que j'eusse une inquiétude réelle, ou plutôt une conviction terrible. Morrel, vous voulez vous tuer. Bon, dit Morrel tressaillant. Où prenez-vous de ces idées-là, monsieur le comte? Je vous dis que vous voulez vous tuer, continua le comte du même son de voix. Et en voici la preuve. Et, s'approchant du bureau, il souleva la feuille blanche que le jeune homme avait jetée sur une lettre
commencer et prit la lettre. Morel s'élança pour la lui arracher des mains, mais Monte Cristo prévoyait ce mouvement et le prévint en saisissant Maximilien par le poignet et en l'arrêtant comme la chaîne d'acier arrête le ressort au milieu de son évolution. Voyez bien que vous vouliez vous tuer. Morel, dit le comte, c'est écrit. Eh bien, s'écria Morel, passant sans transition de l'apparence du calme à l'explosion de la violence. Eh bien, quand cela serait, quand j'aurais décidé de tourner sur moi le canon de ce pistolet, qui m'en empêcherait? Qui aurait le courage de m'en empêcher? Quand je dirais toutes mes espérances sont ruinées, mon cœur est brisé, ma vie est éteinte, il n'y a plus que deuil et dégoût autour de moi. La terre est devenue de la cendre, toute voix humaine me déchire. Quand je dirai c'est pitié que de me laisser mourir, car si vous ne me laissez mourir, je perdrai la raison, je deviendrai fou. Voyons, dites, monsieur, quand je dirai cela, quand on verra que je le dis avec les angoisses et les larmes de mon cœur, me répondra-t-on: vous avez tort? M'empêchera-t-on de n'être pas le plus malheureux? Dites, monsieur, dites! Est-ce que vous aurez ce courage? Oui, Morel, dit Monte Cristo d'une voix dont le calme contrastait étrangement avec l'exaltation du jeune homme. Oui, ce sera moi. Vous! S'écria Morel avec une expression croissante de colère et de reproche. Vous, qui m'avez leurré d'un espoir absurde! Vous qui m'avez retenu, bercé, endormi par de vaines promesses, lorsque j'eusse pu, par quelques coups d'éclat, par quelque résolution extrême, la sauver, ou du moins la voir mourir dans mes bras. Vous qui affectez toutes les ressources de l'intelligence, toutes les puissances de la matière, vous qui jouez, ou plutôt qui faites semblant de jouer le rôle de la Providence, et qui n'avez pas même eu le pouvoir de donner du contrepoison à une jeune fille empoisonnée. Ah! En vérité, monsieur, vous me feriez pitié si vous ne me faisiez horreur. Morel. Oui, vous m'aviez dit de poser le masque, eh bien, soyez satisfait, je le pose. Oui, quand vous m'avez suivi au cimetière, je vous ai encore répondu, car mon cœur est bon. Quand vous êtes entré, je vous ai laissé venir jusqu'ici. Mais puisque vous vous abusez, puisque vous venez me braver jusque dans cette chambre où je m'étais retiré comme dans ma tombe, puisque vous m'apportez une nouvelle torture, à moi qui croyais les avoir épuisées toutes, comte de Monte Cristo, mon prétendu bienfaiteur, comte de Monte Cristo, le sauveur universel, soyez satisfait, vous allez voir mourir votre ami. Et Morel, le rire de la folie sur ses lèvres, s'élança une seconde fois vers les pistolets. Monte Cristo, pâle comme un spectre, mais l'œil éblouissant d'éclairs, étendit la main sur les armes et dit à l'insensé: Et moi je vous répète que vous ne vous tuerez pas. Empêchez-moi donc! Répliqua Morel avec un dernier élan qui, comme le premier, vint se briser contre le bras d'acier du comte. Je vous en empêcherai. Mais qui êtes-vous donc à la fin, pour vous arroger ce droit tyrannique sur des créatures libres et pensantes? S'écria Maximilien. Qui je suis? Répéta Monte Cristo. Écoutez, je suis, poursuivit Monte Cristo, le seul homme au monde qui ait le droit de vous dire: Morel, je ne veux pas que le fils de ton père meure aujourd'hui. Et Monte Cristo, majestueux, transfiguré, sublime, s'avança les deux bras croisés vers le jeune homme palpitant, qui, vaincu malgré lui par la presque divinité de cet homme, recula d'un pas. Pourquoi parlez-vous de mon père? Balbutia-t-il. Pourquoi mêler le souvenir de mon père à ce qui m'arrive aujourd'hui? Parce que je suis celui qui a déjà sauvé la vie à ton père. Un jour qu'il voulait se tuer, comme tu veux te tuer aujourd'hui. Parce que je suis l'homme qui a envoyé la bourse à ta jeune sœur et le pharaon au vieux Morel. Parce que je suis Edmond Dantès, qui te fit jouer enfant sur ses genoux. Morel fit encore un pas en arrière, chancelant, suffoqué, haletant, écrasé. Puis tout à coup, ses forces l'abandonnèrent, et avec un grand cri, il tomba prosterné aux pieds de Monte Cristo. Puis tout à coup, dans cette admirable nature, il se fit un mouvement de régénération soudaine et complète.
Il se releva, bondit hors de la chambre et se précipita dans l'escalier en criant de toute la puissance de sa voix: «Julie! Julie! Emmanuel! Emmanuel!» Monte Cristo voulut s'élancer à son tour, mais Maximilien se fut fait tuer plutôt que de quitter les gonds de la porte qu'il repoussait sur le comte. Au cri de Maximilien, Julie, Emmanuel, Pénelon et quelques domestiques accoururent épouvantés. Morel les prit par les mains et rouvrant la porte: «À genoux!» s'écria-t-il d'une voix étranglée par les sanglots. «À genoux! À genoux! C'est le bienfaiteur! C'est le sauveur de notre père! C'est...» Il allait dire: «C'est Edmond Dantès». Le comte l'arrêta en lui saisissant le bras. Julie s'élança sur la main du comte. Emmanuel l'embrassa comme un dieu tutélaire. Morel tomba pour la seconde fois à genoux et frappa le parquet de son front. Alors, l'homme de bronze sentit son cœur se dilater dans sa poitrine. Un jet de flamme dévorante jaillit de sa gorge à ses yeux. Il inclina la tête et pleura. Ce fut dans cette chambre, pendant quelques instants, un concert de larmes et de gémissements sublimes qui dut paraître harmonieux aux anges même les plus chéris du Seigneur. Julie fut à peine revenue de l'émotion si profonde qu'elle venait d'éprouver qu'elle s'élança hors de la chambre, descendit un étage, courut au salon avec une joie enfantine et souleva le globe de cristal qui protégeait la bourse donnée par l'inconnu des allées de Meilhan. Pendant ce temps, Emmanuel, d'une voix entrecoupée, disait au comte: «Oh, monsieur le comte, comment? Nous voyons parler si souvent de notre bienfaiteur inconnu, comment? Nous voyons entourer un souvenir de tendre reconnaissance et d'adoration. Comment avez-vous attendu jusqu'aujourd'hui pour vous faire connaître? Oh, c'est de la cruauté envers nous, et j'oserais presque le dire, monsieur le comte, envers vous-même.» «Écoutez, mon ami», dit le comte, «et je puis vous appeler ainsi car, sans vous en douter, vous êtes mon ami depuis 11 ans. La découverte de ce secret a été amenée par un grand événement que vous devez ignorer. Dieu m'est témoin que je désirais l'enfouir pendant toute ma vie au fond de mon âme. Votre frère Maximilien me l'a arraché par des violences dont il se repent, j'en suis sûr.» Puis voyant que Maximilien s'était rejeté de côté sur un fauteuil, tout en demeurant néanmoins à genoux: «Veillez sur lui», ajouta tout bas Monte Cristo en pressant d'une façon significative la main d'Emmanuel. «Pourquoi cela?» demanda le jeune homme. «Je ne puis vous le dire, mais veillez sur lui.» Emmanuel embrassa la chambre d'un regard circulaire et aperçut les pistolets de Morel. Ses yeux se fixèrent effrayés sur ses armes qu'il désigna à Monte Cristo en levant lentement le doigt à leur hauteur. Monte Cristo inclina la tête. Emmanuel fit un mouvement vers les pistolets. «Laissez», dit le comte. Puis allant à Morel, il lui prit la main. Les mouvements tumultueux qui avaient un instant secoué le cœur du jeune homme avaient fait sa place à une stupeur profonde. Julie remonta. Elle tenait à la main la bourse de soie et 2 larmes brillantes et joyeuses roulaient sur ses joues comme 2 gouttes de matinale rosée. «Voici la relique!» dit-elle. «Ne croyez pas qu'elle me soit moins chère depuis que le Sauveur nous a été révélé.» «Mon enfant», répondit Monte Cristo en rougissant, «permettez-moi de reprendre cette bourse. Depuis que vous connaissez les traits de mon visage, je ne veux être rappelé à votre souvenir que par l'affection que je vous prie de m'accorder.» «Ah!» dit Julie en pressant la bourse sur son cœur. «Non, non, je vous en supplie, car un jour, vous pourriez nous quitter, car un jour, malheureusement, vous nous quitterez, n'est-ce pas?» «Vous avez deviné juste, madame», répondit Monte Cristo en souriant. «Dans 8 jours, j'aurais quitté ce pays où tant de gens qui avaient mérité la vengeance du ciel vivaient heureux, tandis que mon père expirait de faim et de douleur.» En annonçant son prochain départ, Monte Cristo tenait ses yeux fixés sur Morel, et il remarqua que ces mots «j'aurais quitté ce pays» avaient passé sans tirer Morel de sa léthargie. Il comprit alors que c'était une dernière lutte qu'il lui fallait soutenir avec la douleur de son ami,
et prenant les mains de Julie et d'Emmanuel, qu'il réunit en les pressant dans les siennes, il leur dit avec la douce autorité d'un père: «Mes bons amis, laissez-moi seul, je vous prie, avec Maximilien.» C'était un moyen pour Julie d'emporter cette relique précieuse dont oubliait de reparler Monte Cristo. Elle entraîna vivement son mari. «Laissons-les», dit-elle. Le comte resta avec Morrel qui demeurait immobile comme une statue. «Voyons», dit le comte en lui touchant l'épaule avec son doigt de flamme. «Redeviens-tu enfin un homme, Maximilien?» «Oui, car je recommence à souffrir.» Le front du comte se plissa, livré qu'il paraissait être à une sombre hésitation. «Maximilien, Maximilien», dit-il, «ces idées où tu te plonges sont indignes d'un chrétien.» «Oh! Tranquillisez-vous, ami», dit Morrel en relevant la tête et en montrant au comte un sourire empreint d'une ineffable tristesse. «Ce n'est plus moi qui chercherai la mort.» «Ainsi», dit Monte Cristo, «plus de larmes, plus de désespoir. Non, car j'ai mieux, pour me guérir de ma douleur, que le canon d'un pistolet ou la pointe d'un couteau.» «Pauvre fou! Qu'avez-vous donc?» «J'ai ma douleur elle-même, qui me tuera.» «Ami», dit Monte Cristo avec une mélancolie égale à la sienne, «écoutez-moi. Un jour, dans un moment de désespoir égal au tien, puisqu'il a mené une résolution semblable, j'ai comme toi voulu me tuer. Un jour, ton père, également désespéré, a voulu se tuer aussi. Si l'on avait dit à ton père au moment où il dirigeait le canon du pistolet vers son front, si l'on m'avait dit à moi, au moment où j'écartais de mon lit le pain du prisonnier auquel je n'avais pas touché depuis 3 jours, si l'on nous avait dit enfin, à tous deux, en ce moment suprême, vivez, un jour viendra où vous serez heureux et vous bénirez la vie. De quelque part que vint la voix, nous l'eussions accueillie avec le sourire du doute ou avec l'angoisse de l'incrédulité. Et cependant, combien de fois, en t'embrassant, ton père a-t-il béni la vie? Combien de fois, moi-même... Ah! S'écria Morrel, interrompant le comte. Vous n'aviez perdu que votre liberté, vous. Mon père n'avait perdu que sa fortune, lui. Et moi, j'ai perdu Valentine. Regarde-moi, Morrel, dit Monte Cristo avec cette solennité qui, dans certaines occasions, le faisait si grand et si persuasif. Regarde-moi, je n'ai ni larmes dans les yeux, ni fièvre dans les veines, ni battements funèbres dans le cœur. Cependant, je te vois souffrir, toi, Maximilien, toi que j'aime comme j'aimerais mon fils. Eh bien, cela ne te dit-il pas, Morrel, que la douleur est comme la vie, et qu'il y a toujours quelque chose d'inconnu au-delà? Or, si je te prie, si je t'ordonne de vivre, Morrel, c'est dans la conviction qu'un jour, tu me remercieras de t'avoir conservé la vie. Mon Dieu! S'écria le jeune homme. Mon Dieu! Que me dites-vous là, comte? Prenez-y garde. Peut-être n'avez-vous jamais aimé, vous? Enfant, répondit le comte. D'amour, reprit Morrel. Je m'entends. Moi, voyez-vous, je suis un soldat, depuis que je suis un homme. Je suis arrivé jusqu'à 29 ans sans aimer, car aucun des sentiments que j'ai éprouvés jusque-là ne mérite le nom d'amour. Eh bien, à 29 ans, j'ai vu Valentine. Donc, depuis près de 2 ans, je l'aime. Depuis près de 2 ans, j'ai pu lire les vertus de la fille et de la femme, écrites par la main même du Seigneur dans ce cœur ouvert pour moi comme un livre. Comte, il y avait pour moi avec Valentine un bonheur infini, immense, inconnu, un bonheur trop grand, trop complet, trop divin pour ce monde, puisque ce monde ne me l'a pas donné, comte. C'est vous dire que sans Valentine, il n'y a pour moi sur la terre que désespoir et désolation.
Je vous ai dit d'espérer, Morel, répéta le comte. Prenez garde alors, répéterai-je aussi, dit Morel, car vous cherchez à me persuader. Et si vous me persuadez, vous me ferez perdre la raison, car vous me ferez croire que je puis revoir Valentine. Le comte sourit. Mon ami, mon père, s'écria Morel exalté. Prenez garde, vous redirai-je pour la 3e fois, car l'ascendant que vous prenez sur moi m'épouvante. Prenez garde au sens de vos paroles, car voilà mes yeux qui se raniment, voilà mon cœur qui se rallume et qui renaît. Prenez garde, car vous me feriez croire à des choses surnaturelles. J'obéirais si vous me commandiez de lever la pierre du sépulcre qui recouvre la fille de Jaïr. Je marcherais sur les flots comme l'apôtre, si vous me faisiez de la main signe de marcher sur les flots. Prenez garde, j'obéirai. Espère, mon ami, répéta le comte. Ah! Dit Morel en retombant de toute la hauteur de son exaltation dans l'abîme de sa tristesse. Ah! Vous vous jouez de moi. Vous faites comme ces bonnes mères, ou plutôt comme ces mères égoïstes, qui calment avec des paroles mielleuses la douleur de l'enfant, parce que ces cris les fatiguent. Non, mon ami, j'avais tort de vous dire de prendre garde. Non, ne craignez rien, j'enterrerai ma douleur avec tant de soin dans le plus profond de ma poitrine. Je la rendrai si obscure, si secrète, que vous n'aurez plus même le souci d'y compatir. Adieu, mon ami, adieu. Au contraire, dit le comte. À partir de cette heure, Maximilien, tu vivras près de moi et avec moi. Tu ne me quitteras plus. Et dans 8 jours, nous aurons laissé derrière nous la France. Mais vous me dites toujours d'espérer. Je te dis d'espérer parce que je sais un moyen de te guérir. Comte, vous m'attristez davantage encore s'il est possible. Vous ne voyez comme résultat du coup qui me frappe qu'une douleur banale qui vous croyez me consoler par un moyen banal, le voyage. Et Morel secoua la tête avec une dédaigneuse incrédulité. Que veux-tu que je te dise? Reprit Monte Cristo. J'ai foi dans mes promesses. Laisse-moi faire l'expérience. Comte, vous prolongez mon agonie, voilà tout. Ainsi, dit le comte, faible cœur que tu es, tu n'as pas la force de donner à ton ami quelques jours pour l'épreuve qu'il tente. Voyons, sais-tu de quoi le comte de Monte Cristo est-il capable? Sais-tu qu'il commande à bien des puissances terrestres? Sais-tu qu'il a assez de foi en Dieu pour obtenir des miracles de celui qui a dit qu'avec la foi l'homme pouvait soulever une montagne? Eh bien, ce miracle que j'espère, attends-le, ou bien... Ou bien, répéta Morel, ou bien prends-y garde, Morel, je t'appellerai ingrat. Ayez pitié de moi, comte. J'ai tellement pitié de toi, Maximilien, écoute-moi, tellement pitié, que si je ne te guéris pas dans un mois, jour pour jour, heure pour heure, retiens bien mes paroles, Morel, je te placerai moi-même en face de ces pistolets tout chargés et d'une coupe du plus sûr poison d'Italie, d'un poison plus sûr et plus prompt, crois-moi, que celui qui a tué Valentine. Vous me le promettez? Oui, car je suis homme, car moi aussi, comme je l'ai dit, j'ai voulu mourir. Et souvent, même depuis que le malheur s'est éloigné de moi, j'ai rêvé les délices de l'éternel sommeil. Ah! Bien sûr, vous me promettez cela, comte! S'écria Maximilien enivré. Je te ne le promets pas, je te le jure, dit Monte Cristo en étendant la main. Dans un mois, sur votre honneur, si je ne suis pas consolé, vous me laissez libre de ma vie. Et quelque chose que j'en fasse, vous ne m'appellerez pas ingrat. Dans un mois, jour pour jour, Maximilien. Dans un mois, heure pour heure. Et la date est sacrée, Maximilien. Je ne sais pas si tu as changé, nous sommes aujourd'hui le 5 septembre. Il y a aujourd'hui 10 ans que j'ai sauvé ton père qui voulait mourir.
Morel saisit les mains du comte et les baisa. Le comte le laissa faire, comme s'il comprenait que cette adoration lui était due. Dans un mois, continua Monte Cristo, tu auras sur la table où nous serons assis l'un et l'autre de bonnes armes et une douce mort. Mais en revanche, tu ne promets d'attendre jusque-là et de vivre. Oh, à mon tour, s'écria Morel, je vous le jure. Monte Cristo attira le jeune homme sur son cœur et l'y retint longtemps. Et maintenant, lui dit-il, à partir d'aujourd'hui, tu vas venir demeurer chez moi. Tu prendras l'appartement d'Haïdée. Et ma fille, au moins, sera remplacée par mon fils. Haïdée, dit Morel. Qu'est devenue Haïdée? Elle est partie cette nuit. Pour vous quitter? Pour m'attendre. Tiens-toi donc prêt à venir me rejoindre rue des Champs-Élysées. Et fais-moi sortir d'ici sans qu'on me voie. Maximilien baissa la tête et obéit comme un enfant ou comme un apôtre.